Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. La cérémonie va bientôt débuter. Veillez également à mettre vos téléphones en mode silencieux. Merci pour votre compréhension et excellente séance solennelle.
Mesdames et messieurs, en votre titre, grades et qualités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis et chers amis, quel plaisir de vous retrouver, de nous retrouver dans des conditions qui ressemblent à ce que nous connaissions avant la crise Covid, qui n'est pas encore terminée, comme vous le savez. C'est long, certes, mais consolons-nous en nous disant que l'espoir d'un retour à une vie normale est plus proche qu'il ne l'était. Voici 1 an, à pareille époque, quand je prenais la parole à ce même pupitre et que nous étions bien moins nombreux dans l'assistance qu'aujourd'hui et avec une retransmission en direct. Je veux croire que l'horizon va s'éclaircir définitivement. C'est ce que j'ai envie de retenir et de partager avec vous en cette cérémonie de rentrée 2021-2022. Comme vous l'avez vu dans cette rétrospective en ouverture de cette cérémonie, l'année académique écoulée était une nouvelle fois très riche et fertile en motifs de réjouissance pour notre institution et sa communauté, malgré le Covid. Mesdames et messieurs, je suis fier du rôle actif que joue notre université dans la résolution de cette crise, de notre participation à la compréhension du virus, de sa détection via la campagne de tests salivaires conduite cette année, mais aussi aux efforts de vaccination destinés à doper l'immunité collective et mis en place avec l'AVIC et la ministre régionale de la Santé en cette période de rentrée. Cette crise sanitaire a aussi constitué une formidable opportunité pour notre communauté de faire preuve de solidarité, de générosité, d'inventivité et de créativité. La crise nous a contraints à nous réinventer dans nos métiers universitaires, qu'il s'agisse d'enseigner, d'étudier, de chercher ou d'être en soutien à ces 3 activités. Au vu du caractère exceptionnel de cette cérémonie qui combine la remise des insignes de docteur honoris causa proposés par nos facultés et écoles, remise qui n'a pas pu se tenir au printemps dernier, et pour cause, les représentants du corps scientifique, du personnel administratif, technique et ouvrier et de nos étudiants interviendront exceptionnellement cette année par le biais d'une courte vidéo. Mais promis, tribune vous sera rendue dès l'année prochaine. Je laisse donc le soin à 3 représentantes de notre communauté, une chercheuse, une responsable d'une de nos directions techniques et une de nos étudiants, de partager avec vous le ressenti et je les en remercie vivement. La crise du Covid a eu un impact sur le mode de travail et sur l'évolution du travail, notamment de par le fait qu'elle s'est révélée un véritable accélérateur en termes de changement. On évoquait déjà le télétravail, mais dans une moindre mesure, les nouvelles technologies, etc. Mais le fait d'être complètement mis à l'écart, mis à distance du lieu de travail a suscité réellement une accélération et tout a été mis en œuvre grâce à nos services, notamment le service informatique, mais également l'aide de toute personne impliquée dans cette démarche, de mettre en place tous les outils nécessaires, tant pour l'enseignement que pour le travail à distance, le prêt de matériel, les connexions, etc. C'est indéniable, la crise sanitaire, elle a modifié nos vies, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère académique. On n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter à la situation, de bricoler, de revoir nos méthodes d'apprentissage. Mais je pense que cette adaptation, elle a été rendue plus compliquée pour certaines parties de la communauté UMONS. Je pense notamment aux étudiants les plus précaires qui ont perdu leur job, aux étudiants étrangers, aux étudiants en besoins spécifiques qui se sont retrouvés avec un enseignement à tout distanciel. Et donc pour nous, l'expérience finalement du tout distanciel, c'est un phénomène qui a montré très tôt ses limites, malgré toutes les méthodes innovantes mises en place par nos professeurs. Et donc je pense qu'au sortir de la crise finalement, les 2 belles leçons, c'est la solidarité qui a prévalu pendant cette situation compliquée et le fait que plus qu'un lieu d'apprentissage, l'université c'est avant tout un lieu qui permet les rencontres, les échanges, les découvertes, les débats d'idées, l'émancipation.
et que la crise finalement a révélé à beaucoup d'étudiants ce qu'était vraiment l'université, ce qu'elle nous offrait vraiment, et peut-être parce que c'est des éléments finalement de nos cursus qui sont parfois oubliés, qui ont été remis à jour avec la crise et le fait qu'on était privé des liens sociaux au sein de l'UNIF. Quelques jours après la rentrée académique, je pense que ce qu'on peut se souhaiter à tous finalement, c'est de vivre les moments dont on a été privé l'année passée et puis de vivre le plus sereinement possible la suite de notre parcours académique. Aujourd'hui, comme pour le futur, en tant que scientifiques, nous devons rester optimistes et continuer à nous concentrer pour trouver des solutions à de telles situations de crise. Et je pense que la recherche universitaire reste un des moteurs de cette mission. Eh bien, les développements de l'UMONS, ainsi que les nombreux bâtiments qui ont été acquis récemment, tant pour l'accueil des étudiants, pour la dispense de cours, ainsi que pour des nouveaux locaux pour nos chercheurs, montrent à quel point les interactions et les contacts humains seront essentiels à l'avenir. On le sait, l'université a de nombreux projets, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des infrastructures. On est en plein master plan infrastructure qui d'ailleurs sera présenté prochainement. En tout cas, en un mot, on ne va pas chômer, clairement. On a plein de projets, différents sites, mais évidemment, ça va impliquer, comme toujours, des changements, des adaptations. Je pense que beaucoup de services seront impactés, mais je dirais, dans l'expression consacrée, c'est un mal pour un bien. Et même si au début, ça peut susciter un peu de friction, un peu de réticence, je pense que ce vers quoi on s'oriente, notamment en termes d'infrastructures, permettra à l'université de respirer, de se déployer et d'accueillir tant ses équipes que ses étudiants dans de meilleures conditions. Merci à elle. Une autre chose dont je ne peux qu'être fier à l'heure de célébrer avec vous le début de cette nouvelle rentrée académique, c'est la confiance énorme qui est accordée à l'UMONS par la jeunesse de notre région et au travers d'eux, par leurs parents. En effet, nos inscriptions battent cette année encore tous les records et confirment notre croissance constante et immuable depuis plus de 10 ans. À ce stade, et sans tenir compte des étudiants que nous partageons avec l'ULB, notre fidèle partenaire dans le cadre de nos cohabilitations, notamment en bachelier en droit, soit un mois avant le terme des inscriptions, nous en sommes à 2300 primo-inscrits, rien qu'en bachelier, soit une nouvelle croissance de près de 10%, croissance à laquelle il convient d'ajouter les étudiants qui rejoignent notre université pour la première fois dans le cadre de leur master. Depuis sa création en 2009-2010, le nombre total d'étudiants qui fréquentent nos campus à l'UMONS, toutes formations confondues, diplômantes ou certifiantes, a ainsi progressé de près de 100%. Nous sommes bien là, en phase avec la mission d'ascenseur social de notre institution et sa volonté de permettre à davantage de jeunes ennuyés d'accéder aux études supérieures. Je suis sûr que l'ensemble de notre personnel est conscient de cette responsabilité et saura se montrer digne de cette confiance qui est placée en lui et, comme chaque année d'ailleurs, fera tout ce qu'il peut pour accompagner au mieux ces jeunes dans leur parcours universitaire qui doit les mener vers l'émancipation citoyenne et intellectuelle, mais aussi les moins jeunes en reprise d'études, en formation continuée. Sans surprise, cette explosion de nos chiffres nécessite des investissements considérables en termes d'infrastructures. Ces efforts indispensables sont destinés à améliorer encore le confort de nos étudiants, mais aussi de nos collègues, qu'ils soient chercheurs, enseignants ou membres du personnel administratif, technique et ouvrier. Je peux ainsi vous citer le doublement de la capacité d'accueil et de service des 2 restaurants que nous gérons en propre, ou encore, sur ce site même, la construction de plusieurs nouveaux amphithéâtres, dont l'un de plus de 1000 places et qui pourra encore mieux abriter, dans un avenir proche, l'organisation de nos séances solennelles de rentrée. Un nouveau campus à Mons, le campus Sud. Ces investissements très conséquents s'effectuent dans un cadre mûrement réfléchi et intègrent tous les impératifs énergétiques et environnementaux qui s'imposent à notre institution
en termes de développement durable. Ces investissements sont planifiés et s'intègrent même dans un ambitieux mais réaliste plan pluriannuel qui sera soumis et approuvé, je n'en doute pas, par notre conseil d'administration d'ici fin de cette année 2020. Ce plan 2022-2025 prend en compte et en considération toutes les dimensions de notre institution et va bien au-delà des aspects liés aux seules infrastructures. Il considère positivement aussi les aspects liés à l'évolution de notre personnel, tous statuts confondus, et envisage les perspectives de redéploiement et de renforcement. Je dis bien renforcement, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce renforcement sera substantiel. Tous les efforts collectivement partagés et visant au rééquilibrage institutionnel tels que nous les avons consentis dans le plan de transition biannuel actuel et qui touchera à sa fin en septembre prochain, se sont avérés payants. Et croyez-le bien, je m'en réjouis. Cela ne doit en rien nous éloigner de la nécessité de revoir le mode de financement de nos universités. Je n'ai pas besoin de vous parler de la fameuse enveloppe fermée, mais sachez qu'ensemble avec mes collègues recteurs et rectrices au pluriel, que je salue, mais également avec notre ministre, Madame Valérie Glatini, nous faisons preuve d'une volonté commune et œuvrons pour trouver une issue favorable, et j'ose le dire ici sans réserve, je suis heureux de la bonne entente qui existe entre nous. Recteurs, rectrices et ministres, ce n'est qu'ensemble que nous trouverons la voie à suivre, et ce, avec l'aide de l'ARES. Mesdames et messieurs, la croissance de l'UMONS ne passe pas inaperçue. Elle est en train de modifier profondément et durablement le visage de la ville de Mons, mais aussi de Charleroi. C'est ce que j'appelle notre ancrage territorial. Grâce à la saine gestion des finances de notre université, merci monsieur l'administrateur, grâce à cette saine gestion des finances, plusieurs dossiers infrastructures importants sortent déjà de terre ou ne vont pas tarder à le faire. La concrétisation de notre master plan infrastructure a démarré à Mons et Charleroi pour ces phases initiales nécessaires à l'élaboration effective et planifiée dans le temps de ce plan pluriannuel infrastructure globale. Ici, je ne citerai que quelques exemples montois, des exemples voyants. Nous sommes occupés à finaliser la rénovation du Rosa Parks, l'ancien bâtiment de la Générale de Banque, typé 70s, et qui offrira notamment de nouveaux espaces à notre école de droit et notre école des sciences humaines et sociales et favorisera leur développement respectif. Et vous avez aussi sûrement entendu parler de nos ambitions en termes de cote étudiants, menées avec des partenaires privés, tant dans le quartier de la Gare qu'à l'entrée de la ville côté avenue Maestrio. Ce sont 200 nouveaux logements étudiants qui seront ainsi mis sur le marché locatif montois à des prix raisonnables, d'autres suivront. Nous allons également entamer les travaux de construction du tout nouveau bâtiment de notre faculté d'architecture et d'urbanisme, pour lequel les permis sont actuellement sollicités et qui posera un geste urbanistique et architectural fort dans le quartier de la rue d'Avril. Et évidemment, nous l'attendions, notre musée universitaire, le MUMONS, et notre nouvelle bibliothèque que nous inaugurerons dans 3 semaines. Tous deux sont hébergés dans le couvent des Visitandines à la place du Parc, au cœur même de la ville. En cette rentrée 2021-2022, l'Université de Mons est plus que jamais l'université de référence en Hainaut. Je dirais même l'université du Hainaut. Rassurez-vous, nous ne changeons pas de nom, ni de logo, mais je tiens ici à exprimer auprès de vous une réalité qui se fait jour et qui s'appuie sur plusieurs arguments. Arguments historiques et géographiques, tout d'abord.
L'UMONS est active dans les 2 villes les plus importantes de la province, à Mons, ici, depuis 1837, voire même le XVIIIe siècle, si on considère l'ancêtre de notre faculté d'architecture et d'urbanisme qui a vu le jour en 1780. Et à Charleroi, depuis près de 50 ans. Et nous affichons aussi clairement notre ambition de nous installer à terme durablement dans l'ouest de la province. Argument numérique, ensuite. L'UMONS est l'université présente en Hainaut qui y dispose du plus grand nombre d'étudiants et étudiantes, plus de 10 000, dont 1 sur 10 à Charleroi. À l'UMONS, plus de 8 de nos étudiants sur 10 sont des ennuyés. Argument académique. L'UMONS est l'institution qui offre dans cette province la plus large gamme de formations universitaires, plus de 150, du bachelier au doctorat, en passant par les certificats universitaires et les masters dans le domaine des sciences humaines et sociales, des sciences exactes et de la technologie. Argument économique. L'UMONS est l'institution universitaire qui emploie sur le sol hainauien le plus grand nombre de travailleurs, enseignants, chercheurs, personnel administratif, technique, ouvriers, avec plus de 1500 personnes, sans parler du personnel engagé dans les structures périphériques de l'université, telles que les UMONS Innovation Centers, ses nombreuses associations et autres spin-offs. En parlant précisément des UMONS Innovation Centers, quelques mots sur le CLIC, installé sur le pôle d'innovation Initialis à l'entrée de la ville. Il vient précisément d'être inauguré 1 an après son lancement et a déjà aidé plus de 150 porteurs de projets dans le domaine prometteur des industries culturelles créatives. En ce compris, et j'y accorde personnellement une importance toute particulière, l'accompagnement de nos étudiants entrepreneurs de plus en plus nombreux. Enfin, l'implication locale de l'UMONS se situe également dans le domaine de la vulgarisation scientifique et de l'accès au savoir. C'est ainsi que nous avons lancé avec succès, à Mons, l'Université des enfants, pour les enfants de 6 à 12 ans, sur base de l'expérience particulièrement concluante menée avec notre partenaire ULB à Charleroi, où nous continuons également l'Université des enfants de Charleroi. Mais cet ancrage territorial si cher à Mons, c'est aussi, et je vous le dis avec un pincement au cœur, une palette d'actions en faveur de nos étudiants les plus défavorisés, les plus précarisés, mais aussi, et ne l'oublions surtout pas, en faveur des étudiants et chercheurs migrants. Étudiants et chercheurs migrants, et les événements récents nous le rappellent plus que jamais. Aussi bien au niveau de notre université que de notre formidable, remarquable pôle académique hainauien que j'ai le plaisir de coprésider, ce sont des actions telles que paniers solidaires dans le cadre du Student Food Service. Plus de 7500 paniers alimentaires ou d'hygiène distribués rien que le printemps dernier à Mons, Tournai et Charleroi. Ce sont des aides psychologiques et de réseautage social. Je pense à notre fameuse Maison Blanche pour accueillir nos étudiants. Des aides à la réussite, des aides financières complémentaires aux bourses d'études, des dons de PC et autres matériels informatiques, de l'enseignement du français langue étrangère, mais aussi logements et repas partagés gracieusement par nos restaurants universitaires. Et nouveauté courant de cette année, l'ouverture de 2 premières épiceries étudiantes au niveau du pôle hainauien, etc., etc. Mesdames et messieurs, l'enseignement supérieur, singulièrement en Hainaut, c'est aussi cela. L'UMONS, c'est donc un enracinement profond et continu dans et pour la région et sa population. Mais c'est aussi, et l'un ne va pas sans l'autre, une ouverture constante sur l'international. C'est ce que j'appelle notre rayonnement international.
Nous recensons déjà plus de 350 accords internationaux dans plus de 50 pays différents répartis aux 4 coins de la planète. Mais j'insisterai sur 2 exemples récents particuliers pour illustrer notre internationalisation croissante et résolue. Tout d'abord, l'octroi par l'Europe, au travers d'un financement conséquent s'étalant sur 7 années, voire 9, du label d'Université européenne à Lumons. Cette reconnaissance a pris la forme d'un consortium baptisé EUNIS et qui regroupe, outre Lumons, 6 autres universités publiques européennes de recherche, pour la plupart de taille similaire et implantées aux 4 coins cardinaux du continent. Complémentaires, les partenaires de cette alliance ont commencé à développer des synergies et à construire une visibilité beaucoup plus grande à l'international. Avec EUNIS, c'est une nouvelle université européenne qui se met en place, dotée d'une base unique en termes d'offres éducatives liées aux besoins de l'environnement et aux enjeux sociétaux. Le consortium EUNIS fera d'ailleurs l'objet d'une quinzaine de jours de manifestations et autres festivités durant la 2e moitié de ce mois d'octobre, les bien nommés EUNIS Weeks. Le 2e exemple de notre ouverture sur le monde et de la place que nous occupons de plus en plus dans le paysage universitaire mondial est tiré de l'actualité et de la parution, pas plus tard que la semaine dernière, de l'édition 2021 du classement U-Multirank. Sur près de 2000 universités de par le monde, Lumons apparaît, et oui, dans le top 150 pour les valeurs qui lui tiennent particulièrement à cœur. Je cite la dimension internationale, tout indicateur confondu, l'engagement régional, également tout indicateur confondu. Et cerise sur le gâteau, elle se classe dans le top 50 pour sa recherche, de nouveau tous indicateurs confondus. Il me plaît d'ailleurs de vous informer que nous sommes 43e pour le critère International Journal Publications et à la 17e position pour celui des Professional Publications. Nos 10 instituts de recherche interfacultaires, dont le dernier, rebaptisé sociétaire, n'y sont évidemment pas étrangers, ainsi que le support crucial du FNRS que je remercie. En tant que recteur et au vu de ces résultats, je ne peux que m'engager à ce que notre communauté poursuive sur cette voie de l'excellence qui nous conduit vers tant de reconnaissance internationale. Un autre symbole fort pour cette ouverture au monde de notre institution est lié à la seconde partie de cette cérémonie que nous allons entamer ici. Elle concerne la remise des insignes de docteur honoris causa à 9 personnalités proposées par nos 7 facultés et nos 2 premières écoles. Dans quelques instants, nous allons donc remettre à mesdames et messieurs Bouchin, Williamson, Montemor, Belleville, Malade, Jones, Auriol, Cadiette et Vergès le diplôme, l'épitoge et la médaille de notre université. Par ce geste, nous les accueillons au sein de notre communauté et les considérerons désormais comme membres à part entière de notre institution. Ces hommes et ces femmes de grande valeur, dont le parcours et les mérites vous seront décrits dans quelques minutes par vidéo, rejoindront ainsi d'autres personnalités prestigieuses qui, elles et eux aussi, nous ont fait l'honneur d'accepter cette récompense. Je pense à Nicolas Hulot, à Franck De Winne, à Salvatore Adamo, Bertrand Picard, Edoui Plenel et tant d'autres. Mesdames et messieurs, les parrains et marraines, je vous cède donc la parole par écran interposé pour nous présenter nos futurs docteurs honoris causa. Je vous en remercie d'ores et déjà. Et Madame Vergès prendra ensuite la parole au nom de tous les docteurs honoris causa qui nous font l'honneur d'accepter de rentrer dans notre belle famille montoise. Ainsi, nous pourrons terminer cette cérémonie en partageant le verre de l'amitié. Je vous remercie, j'ai dit.
Au nom du doyen et de la vice-doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie, les professeurs Legrand et Ries, j'ai l'honneur de vous présenter la professeure émérite Elizabeth Mary Williamson. Liz Williamson est docteure de l'école de pharmacie de l'Université de Londres, diplômée en 1978. Elle y a enseigné en tant que maître de conférence en pharmacognosie et en phytothérapie, avant de rejoindre en 2005 l'Université de Reading comme professeure. Madame Williamson a une large expérience de la pharmacie. Elle a pratiqué en pharmacie hospitalière et communautaire en tant que pharmacien responsable. Elle était conseillère en prescription pour les médecins généralistes, coordinatrice d'un projet pilote de santé mentale en relation avec les médicaments psychiatriques. Elle est également promotrice d'un projet de réduction de risque pour les toxicomanes, un projet d'échange de seringues, et c'est une spécialiste en drogue, et en particulier le cannabis, qu'elle a étudié à une époque où c'était une étude nettement moins populaire qu'aujourd'hui. Son expérience l'a amenée à développer de manière magistrale le domaine de la phytothérapie et le domaine de la pharmacognosie. Lors d'une rencontre, il y a plusieurs années, lors d'un congrès sur la médecine traditionnelle chinoise, elle m'expliquait que les patients sont fascinés par les médecines alternatives et veulent des produits à base de plantes. Nous savons que ce n'est pas forcément raisonnable, mais la demande est là. De fait, entre Dr Knock et Dr House qui sont submergés, n'ont pas vraiment de temps, les patients sont demandeurs d'une médecine plus personnelle, plus holistique, et pas mal se dirigent vers les médecines complémentaires, notamment indiennes, asiatiques, et ce sont des médecines qui sont à base de plantes. Ceci n'est pas sans risque, mais comme me le disait Madame Williamson, les patients en veulent, et si nous ne leur apportons pas, ils vont se les procurer de toutes les manières, sans regard pour la qualité, sans regard pour les risques. C'est un problème de santé publique, et un problème de santé publique que nous devons prendre en compte. Dans ce sens, elle a mené toute une série d'actions au cours de sa carrière, et des actions qui sont en rapport avec la qualité et la sécurité des remèdes, qui sont en rapport avec les médecines traditionnelles, qui sont en rapport avec leur intégration avec la médecine conventionnelle, et qui sont également en rapport avec tous les problèmes d'interaction entre plantes et médicaments. Elle a mené une large contribution dans notre domaine, avec plus de 250 articles scientifiques publiés, une forte activité au niveau du ministère de la Santé britannique. Elle était membre de la commission des médicaments à base de plantes, présidente d'un comité d'experts pour les médecines à base de plantes et complémentaires, présidente de la commission des médicaments vétérinaires, membre du DNA Panel, un panel pour l'identification des plantes à partir de l'ADN, également conseillère auprès de l'OMS à Genève, dans le département des médecines traditionnelles, conseillère pour la Fondation internationale pour la science de Stockholm, et rédactrice en chef, et maintenant senior editor du journal Phytotherapy Research. Elle est particulièrement réputée pour la qualité de ses nombreux ouvrages de pharmacognosie et de phytothérapie, avec la particularité de publier des ouvrages qui s'adressent aussi bien au public général qu'aux médecins ou qu'aux spécialistes dans le domaine. Ces deux derniers ouvrages sont particulièrement importants, sont des bibles quant à l'interaction plantes-médicaments. Alors tout ça, c'est un voyage en phytothérapie qui l'a emmené bien loin, de Londres vers la Thaïlande, vers le Portugal où nous nous sommes rencontrés, vers la Chine où elle a visité Beijing, Chengdu. Également, elle est allée en pays ouïghour. Et donc, pour son travail constant et de grande qualité dans le développement d'une phytothérapie de haut niveau, nous avons donc l'honneur de vous proposer, Monsieur le Recteur, d'admettre Madame Williamson dans la communauté Humons avec le titre de Docteur Honoris Causa. Rector, professors, members of academic council and students, ladies and gentlemen, thank you for honouring me with this award. I'm only sorry I can't be with you in person to receive it and express my appreciation. You've seen the results of some of my work,
but what you can't see are the good times, the fun and excitement that comes with a scientific career. As a colleague once said, it's like being paid to have a really expensive hobby. Pharmacy in particular opens a whole world of possibilities, including seeing the world itself. One of the best parts is going to conferences and symposia, meeting interesting people, exchanging ideas and going sightseeing with them, and if you're lucky, making new friends. Experiencing a country with local people beats a holiday tour any day, and restaurants and cuisine is often memorable, especially in China. Pharmacy is global, but healthcare systems are regional and differences worth exploring. With a pharmacy degree, you've many opportunities, both professional and scientific. I practiced as a pharmacist for nearly 30 years in hospital and later community pharmacy. This experience was very useful in regulatory bodies as I knew what was happening in real life. So I hope that you have as interesting and productive career in pharmacy as I did, with whichever route you decide to follow, or maybe more than one. Thank you again for honouring me. Good night. Vous l'aurez évidemment bien compris, nous avons 7 de nos 9 DHC ici présents. 2 d'entre eux n'ont pu nous rejoindre et je me suis empressé de prendre mon vélo et aller leur remettre les insignes de docteur honoris causa et de les filmer très rapidement avec mon GSM. Voici un premier retour. Je vous remercie. Patrick Bouchain est né en 1945 à Paris. Il va se former à l'école des Beaux-Arts dans laquelle il se familiarise avec l'architecture, mais pas seulement, puisqu'il étudie également les arts décoratifs, les arts plastiques ainsi que les arts de la scène. Il se définit lui-même comme constructeur. Alors au sein de l'agence Construire, qu'il fonde en 1986, il conçoit des lieux dédiés à la culture, à la créativité, comme par exemple le théâtre équestre Zingaro, entièrement construit en bois en 1989. Alors, de manière générale, on considère que Patrick Bouchain est l'un des pionniers, en fait, du réaménagement des lieux industriels en espaces culturels, comme en témoigne, alors parmi d'autres créations évidemment, la construction du lieu unique dans les anciennes biscuiteries de Nantes, de la condition publique dans des entrepôts à Roubaix, ou plus récemment, en 2007, à Calais, la construction du chalet en lieu et place d'anciens abattoirs. Alors il y a plusieurs choses qui font la singularité et évidemment l'intérêt du travail de Patrick Bouchain. Premièrement, c'est que Patrick Bouchain considère en fait que tout espace est patrimoine. Plutôt que de détruire l'existant pour reconstruire du neuf, Patrick Bouchain cherche au contraire à réhabiliter les lieux dans lesquels il intervient, c'est-à-dire à les réparer. Cette démarche singulière l'a ainsi amené à intervenir sur de nombreux sites délaissés pour les rendre aux habitants. Deuxièmement, Patrick Bouchain intervient chaque fois sur ces lieux, non pas en adoptant la posture du savant qui sait mieux que les autres, mais en plaçant les usagers de ces lieux au cœur de sa construction. Donc, autrement dit, au lieu d'imposer ses idées, Patrick Bouchain travaille avec les habitants, il crée le cadre qui va leur permettre de s'approprier la construction, les habitants étant dès lors considérés comme des experts du territoire. Ce faisant, Patrick Bouchain redéfinit pour une part le métier d'architecte. L'architecte dispose de compétences spécifiques qu'il met au service de l'imagination collective. Donc, plus radicalement, troisièmement, Patrick Bouchain ne dessine pas tout à l'avance, ce qui rend possible, dans la construction, une attention à l'impensé, à l'inattendu, au hasard, plus largement à tous les déplacements, les écarts, les transformations suscitées par les regards, et les perspectives des usagers. En somme, Patrick Bouchain développe une architecture à haute qualité humaine. En tant qu'architecte et urbaniste, Patrick Bouchain intervient le plus souvent dans un cadre extrêmement contraignant, souvent soumis au tandem décideur-politique-technicien. Partant de ces contraintes, il va essayer de tordre ce cadre, d'aller au-delà du programme et d'expérimenter de nouvelles manières de construire la ville collectivement. Patrick Bouchain n'est pas seulement constructeur, puisqu'il a également beaucoup enseigné. Dans ce domaine aussi, il développe une approche singulière de l'enseignement. Plutôt que de penser par le projet, dessiner, réaliser, programmer à l'avance, il promeut une pédagogie par le faire, le plus souvent sur chantier. Il s'agit d'habiter les lieux, de vivre avec ceux qui les utilisent, les usagers, de se glisser par exemple dans leur temporalité. Il qualifie lui-même cette technique de permanence architecturale.
Par sa méthode, que d'aucuns qualifient aujourd'hui de méthode Bouchain, Patrick Bouchain est quelqu'un qui force à l'ouverture des frontières disciplinaires, en acceptant que l'on ne peut pas être expert dans tous les domaines, accepter notre incompétence, que nos compétences sont nécessairement limitées. La méthode de Patrick Bouchain ouvre au dialogue, aux autres savoirs, aux autres perspectives sur l'urbain. En un mot, Patrick Bouchain a introduit de l'indiscipline dans une pratique parfois un petit peu trop cadenassée. C'est précisément la raison pour laquelle la faculté l'a proposé comme docteur honoris causa. Patrick Bouchain a réinscrit les pratiques architecturales dans un territoire, dans des usages, dans une histoire qui fait de chacune de ces constructions une émanation de la vie du lieu. Il s'agit de la professeure Sylvie Belleville qui a réalisé effectivement sa formation doctorale à l'université McGill et aujourd'hui est professeure titulaire au département de psychologie à l'université de Montréal et elle est également responsable de la chaire de recherche en neurosciences du Canada. Et donc aujourd'hui, jusqu'à très récemment, elle était directrice de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qu'on appelle l'IUGM. Ce centre de recherche est considéré comme le plus grand centre de recherche francophone dans le domaine de la santé des personnes âgées. Un centre de recherche qui compte plusieurs dizaines de chercheurs associés, de postdoctorants et de doctorants. C'est donc un centre extrêmement important dans notre communauté. Elle s'est particulièrement intéressée à la neuropsychologie du vieillissement. Donc la neuropsychologie du vieillissement est la discipline en psychologie qui s'intéresse tout particulièrement à l'interaction entre nos fonctions cognitives, le langage, la mémoire, et le développement à travers les âges, et particulièrement pour ce qui concerne Madame Belleville, dans le domaine des personnes âgées. Elle s'est intéressée à comment évaluer ces fonctions, à comment les prendre en charge, et s'est spécialisée dans les troubles cognitifs, dans la maladie d'Alzheimer que tout le monde connaît, mais également dans certains stades qu'on considère parfois comme prodromiques, comme le trouble léger de la cognition. Sa spécialité est la mémoire de travail. Donc cette mémoire de travail, c'est une fonction qui nous sert à interpréter les informations que nous recevons à tout moment dans notre vie. Et donc, elle a étudié comment cette mémoire de travail évolue avec le vieillissement. Elle a donc étudié aussi bien comment l'évaluer, aussi comment la prendre en charge, comment aider les personnes à maintenir une efficience cognitive la plus adaptée eu égard à l'évolution de la personne. Ça l'a amené à se spécialiser notamment dans des concepts très connus dans notre discipline que sont la réserve cognitive, donc c'est une capacité à maintenir une efficacité, une efficience cognitive dans l'âge au travers de différentes variables que l'on peut travailler. Elle s'est intéressée aussi à comment la stimuler, comment développer des programmes de stimulation, mais aussi de prise en charge à destination des personnes les plus âgées. Madame Belleville est considérée aujourd'hui comme l'une des chercheuses les plus influentes du Canada, et tout particulièrement dans le domaine de la neuropsychologie du vieillissement. C'est une auteure qui est citée extrêmement régulièrement. Elle a plus de 8000 citations à son actif. Elle dirige plusieurs consortiums canadiens dont l'objectif est le développement du bien vieillir et de l'aide aux personnes âgées. Et elle a été récompensée par de nombreux prix émanant aussi bien du secteur scientifique, mais également que des associations de patients qui soutiennent et apprécient son travail très régulièrement.
Le professeur Stéphane Malat est un éminent chercheur français en traitement du signal. Il est professeur d'informatique à l'École normale supérieure de Paris et titulaire de la chaire Sciences des données au Collège de France depuis 2017. Le professeur Malat a apporté des contributions fondamentales à la théorie des ondelettes qui va révolutionner le traitement du signal. Il a notamment introduit des algorithmes de représentation et compression d'images par ondelettes qui ont mené au standard international JPEG 2000. Depuis quelques années, il s'intéresse aussi aux propriétés mathématiques des algorithmes d'apprentissage profond, en anglais Deep Learning. Ces algorithmes ont révolutionné la science des données avec d'excellentes performances prédictives dans de nombreuses applications comme le traitement d'images, de la parole ou du texte. Un des défis du professeur Malat est de percer les mystères mathématiques des algorithmes d'apprentissage profond pour le traitement des données en grande dimension. Avec plus de 110 000 citations sur Google Scholar, Stéphane Malat est le chercheur français le plus cité dans le domaine des sciences, de l'ingénieur et de l'informatique. Il est membre de l'Académie des sciences depuis 2014 et a reçu de nombreux prix internationaux. Il est également titulaire d'une prestigieuse bourse de recherche, ERC Advanced Grant. Le professeur Malat a un parcours exceptionnel. Il est polytechnicien et ingénieur en télécommunications. Il a obtenu un PhD en traitement du signal de l'Université de Pennsylvanie en 1988. Il a été professeur d'informatique et de mathématiques à l'Institut Courant de l'Université de New York jusqu'en 1996. Il est revenu en France comme professeur en mathématiques appliquées à l'École polytechnique de 1995 à 2012. Parallèlement, il a cofondé et dirigé la start-up Let It Wave, dédiée au design de circuits de traitement du signal pour la vidéo haute définition. En 2012, il a été recruté comme professeur au département d'informatique de l'École normale supérieure. Depuis 2017, il est titulaire de la chaire Sciences des données au Collège de France. La faculté des sciences désire mettre en avant la science des données et l'intelligence artificielle. Ces domaines de recherche exploitent de nombreuses théories mathématiques et informatiques et ont des applications, notamment en biologie, chimie et physique. Les travaux de recherche du professeur Malat sont fondamentaux pour mieux comprendre les modèles et algorithmes d'intelligence artificielle pour l'extraction de connaissances à partir des données. Pour son parcours exceptionnel et ses travaux de grande qualité, la Faculté des sciences est honorée de proposer à l'Université de Mons de remettre les insignes de Dr honoris causa au professeur Stéphane Malat. Madame Fatima Montenor est professeure à l'Université de Lisbonne. Elle a obtenu son doctorat en 1995 en sciences appliquées et elle développe ses activités principalement dans le domaine des traitements de surface et de la corrosion, ainsi que des problématiques énergétiques et liées à la santé, comme par exemple la protection des implants. Ces domaines d'expertise sont le développement de revêtements et plus spécifiquement le développement de revêtements sol-gel, des revêtements auto-cicatrisants et multifonctionnels, et également l'étude des mécanismes de corrosion. Elle a également obtenu une compétence très spécifique dans le développement des techniques électrochimiques telles que la spectroscopie d'impédance électrochimique ou les techniques locales qui sont des méthodes pointues pour étudier les mécanismes à l'échelle micrométrique. En plus de ces domaines d'expertise en recherche, elle s'est fortement investie dans sa communauté scientifique en étant, par exemple, présidente de la Fédération européenne de la corrosion en 2014 et 2015 et vice-présidente en 2016 et 2017. Elle a également organisé des congrès d'envergure à portée internationale avec plus de 500 voire 1000 participants. Le congrès annuel Eurocore en 2005 et 2013. Elle a également participé à de nombreux projets européens et a participé à la création d'une spin-off. La production scientifique de Madame Fatima Montenor est remarquable. Elle a écrit, elle est co-auteure de 17 livres. Elle a publié plus de 270 publications référencées. Elle a participé à 300 conférences
plénière ou keynote. Elle est également éditeur de revues telles que Applied Surface Science and Surface Technology, et on peut donc citer son H-index remarquable de 64. En tant que femmes, nous pensons qu'il est important de mettre en l'honneur les personnes qui sont pour nous des exemples et qui peuvent servir d'exemple pour les futures générations, surtout dans le domaine scientifique et plus particulièrement dans le domaine des sciences appliquées. Je voudrais terminer par mettre en avant les grandes qualités qui sont la rigueur scientifique de Madame Montemort, son grand professionnalisme et également donc son ouverture aux autres et son humanité. C'est pour toutes ces raisons évoquées que c'est un grand honneur pour la faculté polytechnique de décerner le titre de docteur honoris causa de l'Université de Mons au professeur Fatima Montemort. Au Pays de Galles, il y a un dicton, Eang urbi dibaub, qui signifie « le monde est ouvert à tous ». Qui pourrait mieux lui donner tout son sens que l'un des pères fondateurs d'Erasmus, le docteur Howell Carey-Jones. Cet Européen convaincu est un compatriote gallois que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 2018. À mes yeux, M. Jones est un gentleman captivant, un mélange de David Attenborough et de Dumbledore. En réalité, tant personnellement que professionnellement, il est tout cela à la fois, une personne émérite au parcours remarquable que je vais tenter de vous résumer. D'abord, administrateur et bras droit du premier vice-recteur Lord Briggs à l'Université de Sussex, il a contribué au développement du concept de l'université ouverte. Ensuite, durant ses 25 années de carrière à la Commission européenne, il a été nommé en tant que directeur de la Task Force Ressources humaines, Éducation, Formation, Jeunesse, où il a initié une dynamique de coopération entre les États cherchant à renforcer l'identité européenne. C'est dans ce contexte que le Dr Jones a participé à la conception du programme Erasmus, suivi par d'autres programmes tels que Lingua, Comet, Petra et Tempus, qui visent tous les échanges éducatifs internationaux. En tout, Erasmus+ a impliqué plus de 5 millions d'étudiants et 9 millions de personnes partout dans le monde. Et en bonus, plus d'1 million de bébés Erasmus sont nés de ces échanges. Monsieur Jones a à cœur le succès de ces programmes européens qui promeuvent l'égalité des chances et l'inclusion, particulièrement ceux qui créent de nouvelles opportunités pour les femmes et les personnes en situation de handicap. Et c'est avec une éloquence et une passion exceptionnelles qu'il s'est impliqué et s'implique toujours dans la politique européenne. Monsieur Jones s'est également efforcé de nous mettre en garde contre les dangers du Brexit. Aujourd'hui, il ne lâche rien et se bat afin que le Pays de Galles puisse de nouveau participer au programme Erasmus+. Les actions posées par Monsieur Jones ont été déterminantes pour notre université et en particulier pour notre faculté de traduction et d'interprétation, puisqu'elle s'est jointe au programme Erasmus dès sa phase pilote en 1987. Monsieur Jones symbolise par ailleurs les valeurs de l'UMONS, une université à dimension humaine qui cherche en permanence à rester ouverte aux influences venues du monde entier, qui crée et innove pour construire une société inclusive et durable où il n'est pas nécessaire de nier les différences pour vivre ensemble. En conclusion,
l'influence positive à long terme de M. Jones sur notre société est évidente. Sa détermination et sa persévérance à mettre tout en œuvre pour le bien commun, dans l'intérêt et l'épanouissement de tous, sont admirables. D'ailleurs, on ne compte plus les nombreuses récompenses dont M. Jones a été décoré. Divers prix décernés par des universités européennes, le prix de l'EAIE, la médaille d'or de la République italienne, et il a même reçu le titre de chevalier CMG des mains de la reine Élisabeth. Pour toutes ces raisons, Monsieur le recteur, nous vous demandons de décerner le diplôme et les insignes de docteur honoris causa au docteur Howell Carey Jones. Dear Rector, distinguished academic community, dear colleagues and chers amis, I must express my personal disappointment that I cannot be with you on this important occasion. My wife and I have been prevented from coming because of her illness in hospital. We lived for 25 years in Brussels very happily, and we have a number of very important Belgian friends who are lifelong friends. So we very much wanted to come. But I appreciate greatly the honor you have bestowed upon me today. I'm very happy to have a lasting connection with the University of Mons. My warm thanks to Kay Ogbon for her kind words about me. In receiving this honor, I want also to acknowledge the great teamwork that contributed to the construction of the success of the Erasmus programme, both teamwork within the Commission and with the many partners in universities and higher education across Europe. I'm pleased too that at this point in time the European Union has substantially expanded the programme for the period 2021 to 2026 with a budget expansion of 26 billion euros, which will enable a growth in participation from 10 million to 14 million participants in that period. This coincides, as you know, with the impact of Brexit in the UK. But I am pleased to say that the Welsh Government, which has stubbornly argued the case for retaining Erasmus, has established its own programme. So I'm hopeful that with that connection, you in Mons will look for opportunities to partner with Welsh institutions within the new Welsh scheme. I'd like to wish you the best for the future at the university with your development strategy and look forward to further collaboration with you. Diolch yn fawr a pob llwyddiant i'r dyfodol. Ma mission est de vous présenter Emmanuelle Auriol, la future docteure honoris causa de la faculté Warroquet d'économie et de gestion. Alors cet exercice est, je vous l'avoue, des plus complexes, car comment résumer en 3 minutes le parcours d'exception de cette femme exceptionnelle? Je vais tout de même essayer de faire de mon mieux pour y parvenir. Emmanuelle Auriol a soutenu sa thèse de doctorat en 1992 au sein de l'Université de Toulouse 1 et a de suite enchaîné avec la réalisation d'un postdoc à l'Université de Berkeley en Californie. En 1998, elle fut recrutée comme professeure d'économie au sein de la Toulouse School of Economics. À l'heure actuelle, Emmanuelle Auriol y est toujours enseignante et chercheuse. C'est d'ailleurs au sein de cette école qu'Emmanuelle Auriol s'épanouit dans la recherche, aux côtés de noms prestigieux comme celui de Jean Tirole, qui fut lauréat 2014 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Et l'excellence n'est certainement pas un vain mot pour elle. Véritable chercheuse passionnée, ses travaux qui s'intéressent spécifiquement au rôle de l'État dans les économies de marché, à la régulation, au partenariat public-privé, à l'incitation au travail au sein des organismes publics et au fonctionnement des marchés non concurrentiels ont été publiés dans les plus grandes revues internationales. Elle a également obtenu pour ceux-ci de très nombreux prix et distinctions.
Ces travaux scientifiques ne restent pas purement dans le monde académique, car ils trouvent un écho particulier dans le monde économique lui-même. En effet, Emmanuel Auriol est aussi membre du Conseil d'analyse économique, et ce à l'instar de Jean Tirole. Ce conseil, présidé par le Premier ministre français, a pour mission de fournir, en toute indépendance, une série d'analyses économiques en rapport à des questions qui lui sont préalablement soumises. Et à ce propos, Emmanuel Auriol ne craint pas de bousculer les codes en place. En effet, dans l'un des pays européens les plus répressifs en matière de consommation de cannabis, mais au sein duquel la consommation régulière de cette drogue figure parmi les plus importantes au niveau européen, Emmanuel Auriol, dans un rapport choc du Conseil économique coécrit en 2019, appelle à créer un monopole public de production et de distribution du cannabis avec des producteurs agréés et des boutiques spécialisées, afin de permettre à la fois de lutter contre le crime organisé, de restreindre l'accès aux produits pour les plus jeunes et de développer un secteur économique créateur d'emplois et de recettes fiscales. L'étude des marchés interdits n'est pas une nouveauté pour Emmanuel Auriol. En effet, en 2016, paraissait son ouvrage Pour en finir avec les mafias. Cet ouvrage, accessible à tous et dont je vous recommande vivement la lecture, insiste sur les effets pervers de la prohibition pure et simple des marchés interdits, comme le marché de la drogue, du sexe et de l'immigration clandestine. Pour Emmanuel Auriol, il faudrait combiner la répression au niveau de l'offre à la légalisation au niveau de la demande pour que l'État puisse reprendre le contrôle sur le crime organisé. Véritable chercheuse passionnante, Emmanuel Auriol est aussi une femme qui a à cœur de populariser l'économie, comme en attestent ses nombreuses interventions dans des émissions de radio, dans des conférences de vulgarisation, mais aussi dans de nombreux articles de presse. Je terminerai en citant les propos d'Elinor Ostrom, qui fut la première femme à obtenir en 2009 le prix Nobel en sciences économiques. Elle disait « Je pense que nous sommes entrés dans une ère nouvelle et que nous reconnaissons que les femmes ont la capacité de produire d'excellents travaux scientifiques. Je pense que c'est un honneur d'être la première femme, mais je ne serai pas la dernière. » Elinor Ostrom ne s'y trompait pas, car la relève des femmes économistes est bel et bien assurée et Emmanuel Auriol y joue plus que certainement un très grand rôle. L'école de droit est heureuse que l'université ait choisi de remettre les insignes de docteur honoris causa au professeur Loïc Cadiet. Le professeur Cadiet enseigne à l'école de droit de la Sorbonne, à l'université Paris 1. Ses travaux de recherche portent sur la pratique et la théorie du procès. Il couvre tous les modes de résolution des litiges. C'est un des plus grands spécialistes en Europe et dans le monde du droit pris dans sa dimension contentieuse. Il a été membre de l'Institut universitaire de France et titulaire de la chaire Système de justice et droit du procès. Il est membre également de nombreuses associations scientifiques internationales, en particulier l'International Association of Procedural Law, dont il est la tête. Dans cette association, comme dans tous les projets de recherche, conférences, ouvrages auxquels il participe, le professeur Cadiet répond toujours présent, avec enthousiasme et avec la solidité qui le caractérise. Il est un modèle pour de très nombreux étudiants, pour de très nombreux doctorants, devenus professeurs eux aussi, et il est un modèle aussi pour de nombreux collègues, de par sa disponibilité, et ça n'est pas qu'une question d'organisation, mais sa disponibilité intellectuelle, sa solidité et sa manière d'aborder chaque question sans dogmatisme et avec brio. Loïc est également, faut-il le savoir, membre d'autres associations, dont l'Association internationale de droit économique, et à ce titre, en 2015, Loïc a fait les conclusions d'un colloque qui se tenait dans les locaux de l'UMONS, c'est dire que la ville de Mons lui est connue.
C'est un grand humaniste aussi. Un grand humaniste, quelqu'un qui est attentif aux étudiants. À titre d'anecdote, c'est quand même un professeur à Paris 1 qui relit les corrections de ses assistants. Ce qui n'est quand même pas la moindre des choses vu le nombre d'étudiants qu'il a. Il est évidemment unanimement apprécié dans le monde judiciaire français, tant par la magistrature que par le barreau, et les ouvrages qu'il a écrits donnent énormément de hauteur au droit. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était naturel, normal, qu'il soit le premier docteur honoris causa de l'UMONS dans le domaine des sciences juridiques. Françoise Vergès est politologue et féministe décoloniale. Elle a fait son doctorat à l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis. Elle a enseigné dans plusieurs universités, principalement en Angleterre. Depuis quelques années, elle co-anime avec des philosophes africains de renom comme Achille Mbembe, Felwine Sarr, Bachir Diagne et d'autres encore, les ateliers de la pensée de Dakar, une rencontre philosophique dans laquelle il est question de penser les enjeux contemporains du monde à partir de l'Afrique. Travaillant sur des thématiques en lien avec des questions d'actualité comme les radicalismes, les diverses formes de discrimination basées sur le genre ou sur la race, ou encore diverses formes de violence liées au capitalisme, l'œuvre de Françoise Vergès a donné ces dernières années aux sciences humaines et sociales des précieuses clés et ressources pour pouvoir désormais les étudier ensemble et les appréhender de manière intersectionnelle. Françoise Vergès peut être située parmi les figures majeures de la pensée critique contemporaine qui sont convaincues du fait que nous avons besoin de renouveler la pensée pour être en mesure d'imaginer de nouvelles possibilités et modalités pour appartenir au monde de manière plus digne et plus durable. Son œuvre montre à quel point les sciences humaines et sociales n'ont jamais été aussi désarmées pour penser ce défi. Celui d'habiter autrement le monde à l'ère de l'Anthropocène, celui d'imaginer les modalités et les conditions de possibilité de sortir de la nécropolitique déployée sur toutes ces vies de femmes, de noirs, de pauvres qui ne comptent pas. De sortir de l'écocide dans lequel nous plonge désespérément le capitalisme et ses productions de désirs destructrices. Située dans la tradition intellectuelle qui affirme l'importance de produire des connaissances pour résoudre des problèmes concrets, l'œuvre de Françoise Vergès est à la fois une praxis théorique et une lutte acharnée et portée autour de plusieurs enjeux dont la libération des femmes issues des Suds globaux, la décolonisation de l'espace public, des arts et de la culture, etc. Françoise Vergès est l'une de figures majeures qui ont tant lutté pour qu'il ne soit plus possible aujourd'hui d'ignorer cette lutte décoloniale qui ne cesse de fédérer, qui devient de plus en plus audible, de plus en plus puissante. Je me réjouis que l'Université de Mons ait décidé d'honorer Françoise Vergès, une femme dont l'œuvre a déjà et continuera encore longtemps à marquer le tournant décolonial que les sciences humaines et sociales sont en train de prendre de manière irréversible et salutaire.
Bonsoir, Monsieur le Recteur, chers collègues de l'Université de Mons, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants. Je tiens en premier à remercier l'Université de Mons, au nom de tous mes collègues qui reçoivent aujourd'hui le titre de docteur honoris causa. L'Université montre par son choix son attention non seulement à l'excellence du point de vue de la recherche et de l'enseignement, mais aussi du point de vue du service à la société, témoignant ainsi de la tradition qui veut que l'université soit ancrée dans le monde. Je suis d'autant plus honorée que d'avoir été choisie pour prononcer ce discours, que mon itinéraire est assez atypique. Je suis venue à l'université tardivement. J'ai eu plusieurs carrières et ma recherche a toujours été en relation avec les problèmes politiques pressants que posent le racisme, le sexisme et le capitalisme. Pour moi, la curiosité est fondamentale, comme le travail en équipe, et la méfiance envers toute attitude rigide. Mon trajet a été conduit toujours par une intense curiosité, mais aussi des choix, des hasards, des opportunités et la sérendipité. Ce sont mes années d'enfance et d'adolescence à l'île de la Réunion, une colonie esclavagiste française dans l'océan Indien, aujourd'hui région française d'outre-mer, dans une famille d'intellectuels anticoloniaux qui ont été fondamentales. Elles m'ont ancrée dans un espace sud-sud, sur un axe entre l'Afrique et l'Asie, avec une attention justement aux circulations qui se passent de sud à sud, qui affirme avec force qu'il y a d'autres histoires, d'autres récits, d'autres voix et d'autres mémoires que celles qui ont été mises en place par l'Occident et par l'Europe. J'ai aussi compris très tôt que ce que j'avais autour de moi, par exemple les paysages célébrés sur les cartes postales, n'était en rien naturel, mais le résultat de choix politiques qui répondaient aux besoins de l'économie esclavagiste et coloniale, et que les choix effectués à Paris continuaient à déterminer le paysage urbain et rural. C'est aussi en accompagnant ma mère, dirigeante de l'Union des femmes de La Réunion, que je comprends que les oppressions des femmes sont inséparables de l'analyse de la condition esclavagiste et postcoloniale, du racisme et des différences de classe et de genre. Ce que l'on appelle aujourd'hui intersectionnalité est pour moi, avant d'être un concept, une réalité. Le monde social et culturel, je le comprends, n'obéit jamais à des lois mécaniques. Il est le résultat de choix et de rapports de force. Il est donc possible de les transformer. Aujourd'hui, et Monsieur le Recteur le rappelait, nous faisons face à de nouveaux défis. Le monde n'est pas encore sorti d'une pandémie dont nous percevons à peine toutes les conséquences, mais nous savons que l'extrême pauvreté et la fabrication de vies précarisées vont augmenter et que la crise climatique va les multiplier. Des milliards d'êtres humains sont déjà confrontés à une pollution qui réduit leur espérance de vie, aux guerres, aux inondations, aux incendies massifs qui couvrent de cendres terres et villes. Les femmes et les filles du Sud global seront les plus touchées par la violence et la brutalité que ces catastrophes produisent. Le sentiment d'un avenir sans avenir, d'un avenir bloqué, produit de l'effroi, de la panique, qui à leur tour produisent du repli, une montée de l'égoïsme, de la xénophobie, du racisme et du sexisme. C'est un sentiment aggravé par le pouvoir des algorithmes qui nourrissent l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur sa vie. Mais ce sentiment d'un avenir sans avenir nourrit aussi le désir de renouveler l'idée même de l'avenir et de rejeter une temporalité entièrement focalisée sur l'accumulation de biens et de profits. Chaque jour, quelque part dans le monde, des mouvements se constituent, conscients des intersections entre genre, classe et race. Ils ajoutent aux demandes de décolonisation des savoirs, de l'université ou des musées, où s'entassent en Europe des milliers d'objets volés et pillés sur le continent africain, asiatique ou américain, une décolonisation de l'espace public et des institutions culturelles. Tous ces mouvements vivent une transformation profonde, la mise en œuvre d'écologie décoloniale et du soin. Je pense aux protecteurs de l'eau et des forêts, au mouvement Ni Una Menos, à Black Lives Matter, aux zones à défendre, aux communautés autochtones qui se mobilisent contre le vol de leurs terres, aux personnes au Nigeria qui se mobilisent contre la destruction du delta du Niger par le pétrole. Tous ces mouvements, au déboulonnage des statues qui représentent des hommes
qui se sont distingués par l'adhésion aux théories racistes, fascistes et impérialistes, à MeToo, à la dénonciation des féminicides, des violences policières, de l'exploitation et de la militarisation de la société. Tous ces mouvements démontrent que le désir est grand d'apprendre autrement pour agir autrement. Pour moi, ces mouvements qui construisent les mondes à venir sont dans la continuité des insurrections des esclavagisés des mouvements abolitionnistes et de décolonisation. En effet, l'abolition de l'esclavage n'a pas encore eu lieu pleinement, totalement. La mission coloniale civilisatrice continue de justifier des interventions armées et de pacification. Ce qu'Aimé Césaire a appelé en 1950 dans son discours sur le colonialisme le choc en retour de l'esclavage et du colonialisme, soit le fait que les lois, les idéologies et les pratiques coloniales raciales font inévitablement retour dans les sociétés colonisatrices et que dès lors, inévitablement, le racisme s'insinue même dans les idéologies progressistes et émancipatrices. Tout cela doit être encore compris de nos jours. La théorie décoloniale offre une vraie méthode pour analyser ces enchevêtrements d'oppression et de fabrication du consentement aux inégalités et aux injustices. Elle démontre que le racisme est structurel, qu'il affecte aussi le psychisme et qu'il ne peut avoir de décolonisation sans déconstruire ce qui fait inconsciemment adhérer à ce qui opprime, au bénéfice secondaire de l'assimilation, à la tentation d'en être, au désir de pouvoir et de domination. Faire de l'université un espace de dialogue critique et de pédagogie transversale qui conteste l'autoritarisme et le pouvoir hégémonique, combat la privatisation de l'université, sa soumission au profit, est une démarche globale. Pourtant, la contre-offensive virulente contre la théorie décoloniale, la théorie du genre, la théorie sur le racisme, l'islamophobie ou l'intersectionnalité grandit. Elle est le signe d'une peur, d'une panique même, car le temps de la mission civilisatrice est en train de prendre fin. Accuser ces méthodes d'être militantes, autrement dit, sans rigueur scientifique, c'est vouloir ignorer que sans ce travail, des pans entiers de la recherche seraient restés dans l'ombre. Ce sont les mobilisations militantes estudiantines qui ont conduit à la création des études féministes, africaines-américaines ou postcoloniales. Ce sont les grèves qui ont mis en lumière de manière concrète la surexploitation des femmes noires. Ce que j'ai voulu faire ressortir dans un féminisme décolonial, où je montrais que ce sont des femmes de ménage en grève dans les gares et les hôtels, souvent sans papier, qui ont sorti le travail de ménage de la sphère intime et ont dévoilé que le fonctionnement de la société repose littéralement sur leur dos, sur leur exploitation et leur invisibilisation. D'où est venu le retour sur le rôle de l'esclavage colonial et de la colonisation dans la formation de l'Europe, de son enrichissement, sinon des mouvements militants. Sans leur travail et celui d'historiens, de sociologues, de psychologues, de scientifiques, de philosophes, nous aurions une image déformée des sociétés. La pensée décoloniale nous invite à déployer notre imagination, à affirmer, contrairement à l'expression « il n'y a pas d'alternative », que des alternatives existent, qu'elles ont toujours existé. Monsieur le recteur, chers collègues de l'Université de Mons, mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, particulièrement à vous, je m'adresse ces dernières lignes, ces dernières phrases. Frantz Fanon a écrit, je cite, que chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Chères étudiantes et étudiants, je vous fais confiance pour la remplir. Je vous souhaite le meilleur. Je sais que cela peut sembler étrange à une époque de catastrophisme, mais il y a encore des possibles et vous saurez les faire advenir. Merci. Merci, Madame Vergès. Que l'université est belle quand elle est si universelle. Merci beaucoup. Chers et chers docteurs honoris causa, chers et chers collègues, bienvenue, bienvenue au sein de notre université, de notre alma mater. Au nom de l'UMONS,
nous sommes immensément fiers de vous accueillir toutes et tous au sein de notre communauté. Sachez que vous êtes désormais chez vous, ici, à l'Université de Mons, et que nous espérons tisser avec vous des liens qui dureront. Chers et chers amis, cette cérémonie touche désormais à sa fin. Vous l'aurez compris, ce ne fut pas aisé, ce fut un véritable challenge de faire tenir, dans un temps relativement réduit, 2 cérémonies. Une cérémonie qui remet 9 insignes de docteur honoris causa, cérémonie particulière puisqu'elle avait été prévue dans le cadre du 10e anniversaire de notre nouvelle intitulée UMONS et que nous avons dû déplacer et que nous avons finalement décidé de composer ici lors de cette rentrée académique. Il me faut évidemment remercier ardemment et de tout mon cœur toutes les équipes qui ont participé pour faire en sorte qu'on y parvienne. Je n'y suis pour rien. Un chef d'orchestre n'est rien s'il n'a pas des bons musiciens. Et donc, j'ai composé avec les meilleurs, ceux de l'Université de Mons. Je remercie de tout cœur toutes les équipes qui ont participé en coulisses à son bon déroulement. Ne comptez pas sur moi pour les citer, ils se reconnaîtront. Quelqu'un qui n'était pas en coulisses, mais juste à côté de moi et qui a fait un travail remarquable, et je l'en remercie, c'est notre traductrice de langage des signes, et je tiens à la féliciter et la remercier. Quelle énergie! Je souhaiterais pour terminer que nos docteurs honoris causa aujourd'hui présents, ainsi que leurs parrains et marraines, me rejoignent au milieu de la scène pour prendre la traditionnelle photo de famille. Nous nous quitterons ensuite ensemble en cortège et nous nous retrouvons juste après pour un bon verre de l'amitié, mais ancrage territorial oblige, ce sera du Rufus et du Chandéol, évidemment. Et alors, je ne peux évidemment oublier de déclarer cette année académique 2021-2022 officiellement ouverte. Je vous remercie.